de la Roumanie. Et je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Sihasak Phuangketkeow, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, ou plutôt Madame la Présidente, de votre accession à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Bien que j'ai pris mes fonctions il y a à peine quelques jours, mon gouvernement a fait une priorité de ma présence ici aujourd'hui, car nous pensons que c'est une occasion importante. Le 80e anniversaire des Nations Unies intervient en effet à l'heure où le monde se trouve à la croisée des chemins face à des défis importants, d'une importance critique même. Je commencerai donc par réaffirmer l'engagement et l'attachement indéfectible de la Thaïlande au multilatéralisme. Comme d'autres ici, la Thaïlande a toujours été convaincue qu'il fallait préserver l'ordre international fondé sur des règles, avec l'ONU en son centre. Il ne fait aucun doute que le monde a toujours besoin des Nations Unies et l'ONU a besoin de nous tous. Mais pour que l'ONU puisse remplir sa mission, elle doit s'adapter à l'évolution de l'époque. La Thaïlande aussi est à la croisée des chemins face à des défis très importants, mais nous voyons plus loin que nos frontières, nous voyons le monde entier. Et pour nous, comme pour toutes les nations, et l'aspiration, c'est de parvenir à un monde plus pacifique, plus juste et plus inclusif. Dans cet esprit, la Thaïlande est prête à jouer un rôle constructif pour que l'ONU soit adaptée à sa finalité, qu'elle apporte la paix, le développement et le droit humain pour tous. Le débat général de cette année a pour thème « Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». D'abord, nous devons être unis en tant qu'une communauté et une seule. Il y a 80 ans, notre communauté de nations avait adopté la Charte des Nations Unies avec un espoir de paix. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus divisé par la montée du protectionnisme, la fragmentation, les conflits et une crise climatique qui n'épargne personne. La guerre en Ukraine, dans sa 3e année, aujourd'hui, continue d'apporter des souffrances et des destructions colossales. De même, les souffrances terribles des civils à Gaza et surtout des enfants qui ont payé le prix fort pèsent lourdement sur notre conscience collective et nous rappellent avec brutalité que lorsque la paix est rompue, les nations ne sont pas les seules à en payer les prix. Il s'agit en définitive de personnes comme vous et moi, ordinaires, dont la vie est bouleversée et déchirée. En tant que communauté unique, chaque nation a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Mais cette responsabilité doit être inclusive. Le multilatéralisme est plus efficace lorsque les femmes participent pleinement au maintien de la paix, à la prévention des conflits et aux interventions humanitaires. Grâce à leur voix et à leur leadership, nos communautés sont plus fortes et la paix plus durable. Je suis persuadée, Madame la Présidente, que votre élection à la tête de l'Assemblée sera source d'inspiration pour nous tous, afin de promouvoir les objectifs liés aux femmes ici aux Nations Unies avec une plus grande détermination encore. La Thaïlande entend jouer son rôle. Nos casques bleus sont présents dans le monde entier. Ils aident les communautés à reconstruire leur vie au lendemain des conflits. Nous avons, à l'échelle nationale, déminé plus de 99% des zones contaminées en vertu de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Il ne s'agit pas seulement pour nous de remplir nos obligations conventionnelles. Il s'agit surtout de donner aux communautés des terres sûres qu'elles peuvent cultiver
sur lesquels elles peuvent vivre. Il s'agit de remplir notre devoir vis-à-vis de notre peuple. Protéger les populations chez nous n'est qu'une partie de la mission qui nous attend. Nous devons aussi répondre aux défis transnationaux comme la migration, due aux conflits, aux catastrophes. C'est une question qui nous concerne tous et une véritable mission pour la Thaïlande. Depuis plus de 4 décennies, nous accueillons des personnes déplacées venues du Myanmar. Aujourd'hui, nous leur donnons plus de possibilités pour qu'elles puissent travailler en dehors de leurs abris temporaires afin de leur assurer la dignité et leur permettre de contribuer à la société. C'est là le témoignage de notre attachement à l'assistance humanitaire et à la recherche de solutions pratiques. C'est dans la même veine que la Thaïlande intensifie ses efforts de lutte contre la criminalité transnationale, et notamment les arnaques en ligne, dont les répercussions sont plus étendues aujourd'hui. La criminalité sans frontières nécessite une coopération sans frontières. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est interconnecté, nous ne sommes qu'une seule communauté. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons assurer la sécurité des populations. La vision que je viens d'énoncer doit commencer par les régions. La paix et la stabilité est également au cœur des efforts de l'ASEAN. La Thaïlande est attachée à travailler avec ses partenaires de l'ASEAN pour bâtir la confiance et résoudre les différends de manière pacifique, car la paix n'est pas acquise. Mais il y a encore beaucoup de défis à relever dans notre région. La situation au Myanmar demeure extrêmement préoccupante. Nous avons fourni de l'aide humanitaire le long de nos frontières, mais nous continuons aussi à exhorter les parties à ouvrir un dialogue, un véritable processus de paix, un processus viable. C'est le fondement d'une paix pérenne et durable au Myanmar. Parmi nos voisins les plus proches, il y a aussi des différends qui peuvent survenir. La situation actuelle avec le Cambodge n'est ni souhaitable ni dans l'intérêt des deux pays. Notre paix, notre stabilité, notre prospérité, nos cultures sont indissociables et sont étroitement liées. Nous ne pouvons pas nous séparer l'un de l'autre géographiquement. Nous faisons partie de la même famille, celle de l'ASEAN. Ce matin, j'avais l'intention de dire quelque chose de différent et de positif en raison de l'espoir que nous devons préserver. Mais j'ai dû modifier mon discours en raison des observations mal avisées de mon collègue cambodgien. Je suis attristé de constater que le Cambodge continue de se présenter comme la victime dans cette situation, en brossant un portrait qui ne dépeint que sa version des faits et qui n'est qu'une déformation de la vérité en définitive. Nous savons que les véritables victimes sont les soldats thaïlandais qui ont perdu des membres en sautant sur des mines, des enfants dont les écoles ont été pilonnés, des civils innocents qui ont été attaqués alors qu'ils faisaient leurs courses. Hier, on a parlé de paix, de dialogue, de confiance mutuelle. Tout cela a été mis en lumière lors de consultations quadripartites informelles organisées par les États-Unis. Nous remercions d'ailleurs la détermination du président Trump à ouvrir la voie à la paix. Mais est-ce que le Cambodge a dit dans son discours était diamétralement opposé à ce qui a été dit hier lors de cette réunion? En écoutant mon collègue cambodgien, j'avais l'impression d'entendre une histoire qui n'avait pas pour but de d'écrire la vérité. Ces allégations sont si fantaisistes qu'elles ne méritent même pas notre attention. Depuis le début, c'est le Cambodge qui avait commencé le conflit, avec l'intention d'étendre un différend frontalier pour en faire un conflit national et pour donner une dimension internationale à cette situation, comme nous l'avons vu ce matin. Le Cambodge a toujours voulu nous présenter comme les bourreaux. Ces déformations sont extrêmement
regrettables et conduisent à une perte de crédibilité. Les villages dont parlait mon collègue cambodgien se trouvent en territoire thaï. En fait, ils y sont parce que la Thaïlande a ouvert ses frontières à des centaines de milliers de personnes pour qu'ils fuient le conflit interne et y trouvent refuge. C'était un acte de compassion et en tant que jeune diplomate, je l'ai vu de mes propres yeux. Nous ne recherchons pas la reconnaissance, mais il est important d'énoncer les faits. Bien que le conflit interne se soit achevé et que les abris aient été fermés, les villages cambodgiens se sont étendus au fil des décennies et malgré le désaccord exprimé à répétition par la Thaïlande, la Cambodge a ignoré ces demandes. Lorsque la paix a été instaurée au Cambodge il y a des décennies, nous étions là pour les aider à pérenniser la paix, car la paix au Cambodge est dans l'intérêt de la Thaïlande. C'est ce que les voisins devraient faire les uns pour les autres. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est toujours fragile, mais nous devons le faire fonctionner. Il faut pour cela de l'engagement et une action sincère des deux côtés pour que cela devienne réalité. Hélas, les provocations constantes du Cambodge, la mobilisation de civils en territoire thaï et les tirs vers notre territoire sapent la paix et la stabilité le long de la frontière. Je voudrais citer ici une série d'incidents survenus depuis le 23 septembre. En effet, des soldats cambodgiens ont tiré vers des contingents thaï stationnés le long de la frontière. L'incident le plus récent remonte à ce matin, à midi environ, heure locale. Les soldats thaïlandais détectent encore des drones de surveillance cambodgiens qui se trouvent en territoire thaï et qui envahissent notre espace quotidiennement dans les zones frontalières. Ces actions constituent une violation de la souveraineté de la Thaïlande et de son intégrité territoriale, ainsi que de l'accord de cessez-le-feu conclu lors de la réunion de Putrajaya et ayant réaffirmé la frontière bilatérale. J'aimerais dire qu'il ne fait aucun doute que la Thaïlande a toujours défendu la paix. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver une solution pacifique à ce problème avec le Cambodge. La Thaïlande restera déterminée dans la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale et nous invitons instamment le Cambodge à travailler avec nous pour résoudre ces différends par le biais d'un dialogue pacifique et dans le respect des mécanismes existants. La question que je pose au Cambodge, c'est quel chemin veut-on prendre aujourd'hui? Celui de la conciliation ou de la confrontation? La Thaïlande veut la paix. Mais l'on demande si le Cambodge veut vraiment nous rejoindre dans cette quête de paix. Pour nous, la bonne foi n'est pas un simple choix de mots. C'est essentiel et nous continuerons de faire prévaloir ces principes sur le terrain. Car c'est la seule voie à emprunter. Nous le ferons dans l'ASEAN et au-delà pour que la paix soit durable et la prospérité partagée. Lorsque nous nous exprimons en tant que communauté unique, c'est pour réaffirmer que nous sommes tenus de respecter les mêmes principes, à savoir que tout un chacun est né libre et égaux en droit et en dignité. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour 2025-2025 et président de la 3e commission de l'Assemblée générale, la Thaïlande est déterminée à promouvoir et à protéger les droits humains pour tous. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'avoir une place autour de la table, il s'agit de faire la différence, de changer la donne sur le terrain. Pour ceux qui sont pris au piège dans des conflits, ceux qui vivent avec un handicap, ceux qui sont laissés pour compte. La promotion des droits des femmes et des filles est au cœur de ces efforts. La participation sur un pied d'égalité, la liberté à l'abri de violences et de discrimination ne sont pas seulement des droits humains, c'est le fondement même d'une société juste et résiliente. La santé également est un droit fondamental dont l'importance ne saurait être exagérée.
veiller à ce que les soins soient accessibles. Ce n'est pas seulement une question de vie sauvée, il s'agit de donner à tout un chacun la chance de vivre dans la dignité et la sécurité. C'est pourquoi nous défendons le droit à la santé chez nous et à l'échelle mondiale. Notre couverture sanitaire universelle et nos volontaires veillent à ce que personne ne soit laissé pour compte et à ce que chaque communauté dispose des outils nécessaires pour prospérer et vivre dans de bonnes conditions. Nous contribuons aussi aux efforts mondiaux sur les maladies non transmissibles et dans les efforts de préparation à une éventuelle pandémie, dans le cadre de l'accord de l'OMS sur les pandémies notamment. Nous ne savons pas quand interviendra la prochaine pandémie, quand elle frappera, mais nous devons être prêts à cette éventualité. La paix et les droits humains ne peuvent être préservés en l'absence d'un développement durable. Et pourtant, aujourd'hui, le développement est menacé par la montée du protectionnisme. Les obstacles douaniers, les surtaxes peuvent servir des intérêts à court terme, mais ils ne sont dans l'intérêt de personne sur le long terme et ne font que nous diviser alors que nous avons besoin de solidarité plus que jamais. La Thaïlande est persuadée qu'une prospérité véritable doit reposer sur des ponts, sur la confiance et non pas sur des murs et des droits douaniers. Aujourd'hui, nous voulons que notre développement soit inclusif, axé sur l'humain, ouvert, équitable. Mais le développement durable, ce n'est pas seulement la croissance, il s'agit de préserver certaines valeurs et trouver un équilibre juste entre le progrès et la préservation de ces valeurs. C'est pourquoi la philosophie de l'économie autonome, fondée sur l'équilibre, la résilience et la modération, est au cœur de nos efforts en matière de développement. Nous devons donner aux populations les moyens d'agir tout en protégeant la planète. Cette philosophie est également au cœur de la coopération sud-sud et triangulaire. En travaillant ensemble, nous pouvons transformer les principes en action. 5 ans nous séparent seulement de la date butoir fixée pour les ODD. Nous devons donc renforcer les partenariats à tous les niveaux et résorber les inégalités, les déficits de financement qui nous empêchent d'avancer. Il ne faut pas oublier non plus que la planète est au cœur du développement durable. Le changement climatique est une menace existentielle. Si nous n'aidons pas davantage les plus touchés, nous échouerons dans notre mission à l'égard de nos populations et de la planète. L'ONU célèbre ses 80 ans. Notre tâche est donc simple et profonde à la fois. Nous devons nous unir et nous consacrer à cette mission ensemble. Nous sommes riches d'idéaux. Nous avons des normes et des principes consacrés dans la charte, mais le monde a beaucoup changé. Il faut donc renouveler notre volonté de préserver le multilatéralisme. Ce n'est pas facultatif. La vérité, c'est que l'histoire de l'ONU est remplie de promesses non tenues, ce qui érode la crédibilité de l'organisation et affaiblit la confiance mondiale dont elle jouit. Si l'ONU veut rester au cœur du multilatéralisme, nous ne pouvons pas reproduire le même cycle. C'est pourquoi le pacte pour l'avenir, adopté l'année dernière, doit être un modèle d'action. Pour que les progrès soient véritables, nos actions nationales doivent être à la hauteur des promesses collectives. Mais pour que l'ONU puisse remplir sa mission, elle doit être dotée des ressources dont elle a besoin. Il faut qu'elle ait les moyens de réaliser les objectifs qui lui ont été confiés pour que l'ONU reste une force motrice de la paix et du développement. Monsieur le Président, alors que nous nous efforçons de redynamiser l'ONU, nous devons avoir un seul futur en tête. Et cela passe par la réforme du Conseil de sécurité. L'ONU doit être plus représentative, plus transparente, plus responsable. Et elle doit également être adaptée à l'avenir, cohérent dans l'action et adaptée au changement. On doit pouvoir s'y retrouver. C'est pourquoi nous appuyons l'initiative ONU 80. Il ne s'agit pas seulement de combler les déficits financiers, c'est une chance unique de permettre à l'ONU de retisser ses liens avec les populations. Mais nous devons aussi reconnaître les limites de l'ONU. L'ONU ne peut pas tout faire et le multilatéralisme est plus grand que l'ONU.
Le multilatéralisme doit être ancré dans la régionalisation, dans les institutions régionales qui sont appelées à renforcer la confiance entre les pays d'une région et entre les communautés, en tenant compte des réalités locales. Pour nous, l'ASEAN est notre foyer. Le sommet de l'ASEAN, qui se tiendra bientôt, va démontrer ce que nous pouvons faire. Nous souhaitons que ce partenariat soit encore plus fort pour que les voix régionales soient entendues à la recherche de solutions mondiales. Bâtir une communauté forte va au-delà d'une génération. C'est pourquoi il faut donner aux jeunes la possibilité de prendre le pouvoir. Nous marquons le 30e anniversaire du programme d'action pour les jeunes. La Thaïlande réaffirme à cette occasion sa volonté d'investir dans la jeunesse afin de donner aux jeunes des moyens d'action concrets et la possibilité d'agir, d'être des acteurs du changement. La Thaïlande est fière d'avoir associé des délégués représentant les jeunes au sein de notre délégation pour cette session, afin de leur permettre de participer activement à la négociation de l'avenir qui les concerne. L'avenir leur appartient après tout. C'est à eux de le bâtir. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'ONU doit aujourd'hui être à la hauteur de ce qu'elle incarne. Les nations doivent être unies. Nous sommes réunis ici, non pas seulement pour célébrer son 80e anniversaire et ce qui a été accompli, mais pour regarder vers l'avenir et voir ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. La leçon que nous tirons de cette expérience est claire. Lorsque nous sommes une communauté unique, avec un seul objectif, avec un avenir pour tous en vue, c'est ainsi que nous pouvons être meilleurs ensemble. La Thaïlande s'engage à jouer son rôle, mais pour cela, nous devons traduire les paroles en action. Et c'est ainsi que nous pourrons rendre les 80 prochaines années meilleures encore. Merci de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande. Nous avons entendu le